RFI. Communiste ou communisant. C'est contre-vérité. D'hommes semblables et égaux. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Scopéo, l'Observatoire politique. Je suis Lucas, cofondateur de Scopéo, et je vous souhaite aujourd'hui la bienvenue sur notre chaîne pour l'épisode numéro 17 de l'entrevue politique. Aujourd'hui, nous poursuivons notre série d'entretiens avec M. Raphaël Amselem, analyste en politique publique qui écrit à l'occasion dans des médias comme Le Point ou Les Échos. Au programme d'aujourd'hui, nous aborderons l'épineuse question des libertés publiques qui apparaissent actuellement menacées, voire malmenées. Tout d'abord, bonjour à vous, Monsieur Raphaël Amselem. Bonjour. Vous nous faites le plaisir aujourd'hui de nous accorder cette entrevue pour discuter de l'état de nos libertés publiques et plus généralement de votre vision du libéralisme politique. Vous traitez vous-même fréquemment ce thème dans les médias, notamment les sujets relatifs à la politique sanitaire et les contraintes exercées sur nos libertés, au caractère parfois arbitraire exercé par l'action gouvernementale et présidentielle, et au manque de proportionnalité dans certaines politiques publiques. Avant de démarrer l'entrevue et d'entrer dans le vif du sujet, Monsieur Amselem, je vous laisse vous présenter brièvement pour ceux qui nous écoutent. Écoutez, je ne vais pas rajouter grand-chose. Donc effectivement, je suis analyste en politique publique, c'est-à-dire que mon rôle, en tout cas comme je le conçois, c'est d'essayer de décrypter l'actualité sous un angle juridique et philosophique. C'est d'essayer, dans la mesure du possible, de mes compétences et de ma pertinence, d'apporter un peu de fond dans parfois le contour de ce qu'il se passe dans notre pays, ce qui se passe en Europe, et de comment est-ce que sont menées aussi les politiques publiques par les gouvernements, quels qu'ils soient. Et donc à ce titre, effectivement, je publie dans divers médias écrits. J'ai eu le privilège aussi de pouvoir passer dans certains médias télévisés. Et j'essaye de défendre, c'est en tout cas un de mes grands sujets de prédilection, le libéralisme politique et le projet des libertés publiques qui, effectivement, était une thématique majeure de ces derniers mois, si ce n'est de ces dernières années. Alors oui, justement, c'est bien que vous précisiez que vous êtes un grand défenseur du libéralisme parce que ce sera le sujet de ma première question. On va aborder un petit peu de philosophie politique avant de creuser le sujet des libertés publiques. Comment vous expliquez, vous, que le libéralisme soit historiquement, philosophiquement né plutôt à gauche dans l'échiquier politique, avec le courant révolutionnaire qui avait pour objectif de mettre fin à la monarchie, et qu'il apparaît, à l'inverse, de nos jours, et ce depuis plusieurs décennies, comme un courant politique et économique propre à la droite. Pensons à des personnalités même d'extrême droite, telles que Zemmour ou Le Pen aujourd'hui, qui se font aujourd'hui les grands défenseurs et protecteurs des libertés politiques, ce qui peut paraître assez paradoxal à de nombreux points de vue. Une partie de la réponse, elle se trouve dans votre question. Le libéralisme est né dans un contexte qui était celui de l'Ancien Régime et, en ce sens, la division politique entre la gauche et la droite se faisait selon d'autres déterminants que ce qui se fait aujourd'hui. Elle opposait à une époque donc, qui est révolutionnaire à ceux qui voulaient maintenir l'Ancien Régime et la monarchie. Et donc, effectivement, par opposition à l'absolutisme royal, par opposition à la société de caste qui existait, qui prévalait à l'époque, à la fois dans le domaine politique et économique, le libéralisme s'est posé à gauche parce qu'il s'opposait justement à tout l'autre bord que je viens de décrire. Et puis, au cours de l'histoire, il y a eu d'autres courants qui sont apparus qui ont modifié cet échiquier gauche-droite. Notamment, je pense que au XIXe siècle, avec l'apparition de la société industrielle et l'accroissement, en tout cas des inégalités, la question de la pauvreté et de l'apparition afférente de certains courants de pensée, je pense au marxisme, au socialisme notamment, on va avoir, disons, une évolution dans ce qui va définir la gauche et la droite. En l'occurrence, plus on va avancer au cœur du XIXe siècle, plus on va voir que ceux qui voulaient maintenir l'Ancien Régime, au final, finissent par disparaître et laissent place à d'autres doctrines politiques qui nous font rentrer dans ce qu'on peut appeler la modernité. Donc je pense que la première explication qui fait que ce courant qui est né à gauche est aujourd'hui identifié à droite, c'est d'abord pour une raison qui est extérieure au libéralisme, qui est l'évolution du contexte politique qui prévalait au moment de sa naissance
et qui a évolué par la suite. Le deuxième déterminant qui, pour le coup, je crois, est beaucoup plus interne au libéralisme, c'est qu'on est passé d'un projet de défense des droits politiques, des libertés personnelles, qui était le discours tenu par tous les tenants du libéralisme politique, soit John Locke, Montesquieu, Tocqueville, etc., etc. On a eu, je crois, une prévalence du discours économique qui a gagné du terrain et qui, dans le contexte du XXe siècle, avec l'URSS, un communisme qui gagne en popularité, des doctrines socialistes qui se diffusaient partout en Occident, eh bien, on a eu des alliances, disons, de circonstances entre une grande partie de la famille libérale, il faut bien le dire, et une partie des conservateurs qui étaient très opposés à l'étatisme, au collectivisme, qui étaient prônés par ces doctrines-là. Et donc je pense que c'est parce que on a eu cette déviation du libéralisme dans un aspect plus économique que on a pu avoir des alliances avec la droite. Et c'est un point qui est très exposé notamment dans le livre de Serge Audier, Néolibéralisme au pluriel, une archéologie intellectuelle, qui a tout un chapitre consacré justement aux alliances politiques qui se feront d'abord aux États-Unis, puis ensuite en Europe, entre les libéraux et la droite conservatrice. Donc je pense que c'est lié donc d'une part à la fois à ce qui vient d'être décrit, c'est-à-dire des alliances de circonstances, et puis aussi par une évolution doctrinale, et je terminerai sur ça pour en tout cas en première partie de réponse à cette question, lié aussi à quand on a eu, il faut se replacer dans le contexte du libéralisme au XXe siècle. Dans les années 30, le libéralisme était absolument décrié. Et on a eu une appétence pour ce qui semblait être les régimes de l'avenir, qui étaient les régimes de fait totalitaires. Ils étaient, à l'époque, il faut se rappeler, à la mode, mais il y avait vraiment une attirance politique, intellectuelle pour ces régimes qui semblaient beaucoup plus efficaces que la démocratie libérale. Et donc, dans le contexte de la crise de 29 qui va appuyer ce sentiment général, des auteurs vont se réunir pour essayer de reformuler le libéralisme. On va avoir d'abord le colloque Lippmann et puis ensuite la Société du Mont Pèlerin, qui vont donner naissance à tout un tas d'écoles libérales, l'ordolibéralisme, le social-libéralisme, l'école autrichienne qui va prendre un petit peu ses bagages et partir dans son coin. Et je crois que dans ce contexte-là, on a pu observer une transformation du discours libéral qui autrefois était beaucoup plus, comme je disais, dans les droits politiques et qui s'est peut-être transformé en un économicisme en ce sens que beaucoup d'auteurs libéraux ont sans doute considéré, dans une approche que je crois proprement marxienne, que en fait la structure de l'économie déterminait la structure politique et la structure de l'État. Et qu'en ce sens, certes, les droits politiques ont leur importance, mais c'est d'abord le fonctionnement de l'économie qui va avoir une importance primordiale et en ce sens avoir donc ce retournement du politique à l'économie. Ça, c'est pour la première partie de quelles sont les raisons qui, pour moi, font que le libéralisme est identifié à droite. Maintenant, vous avez terminé avec un point qui me semble très important, c'est de dire pourquoi aujourd'hui on a des personnalités comme Zemmour, Marine Le Pen, et puis une grande partie de la droite conservatrice, la droite même réactionnaire, qui, notamment durant cette pandémie, s'est beaucoup posé en défenseur des libertés. Oui, Et je crois qu'il y a... de Marine Le Pen Pardon avec, on a notamment vu l'affiche de Marine Le Pen Oui. avec Liberté chérie. C'est ça. Et puis même un Éric Zemmour qui n'a pas hésité à dire que le qualificatif de libéral ne le dérangeait pas. Et je crois que c'est extrêmement symptomatique d'un renversement des valeurs qui s'est opéré durant la crise sanitaire. Ce renversement des valeurs où tout un tas de personnes qui, historiquement, ne font pas partie du projet des libertés publiques, n'ont jamais été dans cette famille politique et intellectuelle du libéralisme politique et qui, soudainement, se sont donné le titre de défenseurs des libertés. Ce qui constitue une arnaque. C'est-à-dire que
quand vous êtes un Éric Zemmour, que votre projet politique, c'est la souveraineté nationale dans son sens absolutisme, c'est-à-dire l'idée que la nation est maître de la souveraineté politique et qu'elle peut, en ce sens, renverser les droits politiques individuels. Quand vous avez cette idée que, dans le discours de Zemmour, une dénonciation doctrinale, intellectuelle du libéralisme, il a fait à de très nombreuses reprises, il a eu de très nombreuses déclarations qui vont dans ce sens d'une dénonciation du libéralisme, qui voit comme, c'est le discours conservateur réactionnaire traditionnel, le libéralisme serait à l'origine de la décadence des mœurs, de la société, de l'individualisation de notre société. Et donc, en ce sens, on a eu un retournement où tout un tas de personnes qui, historiquement, ne font pas partie de la famille des libertés politiques, se sont retrouvées en défenseurs premiers. Ce sont des gens comme Éric Zemmour, comme Marine Le Pen, ce sont aussi des gens comme Yvan Rioufol. Attendez, je veux qu'on réalise un petit peu l'arnaque qu'il y a dans ce cas. Yvan Rioufol vous défend la liberté. Me semble-t-il qu'il a écrit un livre qui s'appelle « De l'urgence d'être réactionnaire » et qui, concernant l'obligation vaccinale, a dit que c'était absolument liberticide parce que mon corps, mon choix. Depuis quand ce camp politique défend le slogan « Mon corps, mon choix » ? Depuis quand des personnalités comme Pierre Gentillet, qui, depuis Pierre Gentillet, j'ai eu l'occasion de l'interviewer il y a presque 10 ans. Pierre Gentillet, à l'époque, il était au sein de la droite populaire, qui était le mouvement de Thierry Mariani, qui déjà à l'époque était la droite de l'UMP des Républicains. Je ne sais plus si c'était encore dans la structuration des Républicains, mais l'UMP, ça me semble bien, en tout cas. Donc la droite de la droite, Thierry Mariani qui s'en est allé chez Marine Le Pen, et Pierre Gentillet qui, depuis des années, a eu des accointances, tout à fait le droit, je ne le reproche pas, des accointances avec des personnalités venant de la Russie poutinienne. Disons que le régime de Poutine n'est pas connu pour sa défense du pluralisme politique et des libertés individuelles. Et qui soudainement nous explique qu'on est tombé en dictature, on prive les libertés. Voilà, ce sont des gens qui, par tradition politique, ne sont pas défenseurs des libertés. C'est cette incohérence-là qui me semble très importante à dénoncer. Et concernant encore Pierre Gentillet, je voyais un de ses entretiens il y a peu de temps, où il était avec l'Institut de la Liberté, avec Stanislas Rigou, ils rigolaient tous les deux du grand remplacement. Pardon de dire que cette logique identitaire, encore une fois, ils ont le droit de le penser, mais cette prévalence de l'identité collective qui est défendue par ces gens, en aucun cas, n'a fait partie, à aucun moment de l'histoire, de la grande famille libérale. Et donc, je trouve extrêmement triste qu'on ait eu ce retournement durant ces derniers mois, où des personnes, on pourrait détailler très longuement sur Marine Le Pen, Éric Zemmour, etc., sur comment ces personnes-là, qui ont des propositions qui sont contraires à l'état de droit, qui sont contraires aux libertés personnelles, se sont retrouvées porte-parole, soudainement, de la liberté, et je pense qu'il faut le combattre. Alors, très bien, on a beaucoup parlé dans cette réponse des personnalités de droite, voire réactionnaires et conservatrices. Est-ce que, une question subsidiaire, il y aurait aujourd'hui des personnalités qui s'approcheraient d'un libéralisme authentique? Et question secondaire, est-ce qu'aujourd'hui on peut être de gauche et libéral à la fois? Alors, sur la première question, ça va peut-être être la conclusion de l'introduction de notre échange. On a dit qu'on identifiait beaucoup le libéralisme à droite. Je voudrais savoir depuis quand, quelle a été plutôt la dernière fois que la droite s'est retrouvée en défenseur des libertés politiques et de l'idée qu'il fallait lutter contre l'arbitraire du pouvoir. Quel est le grand combat libéral de la droite de ces dernières années? C'est qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce que depuis 2015, notamment, on a un contexte sécuritaire qui fait que le débat public s'est vu confronté à des sujets liés au terrorisme, liés au besoin de renforcer les moyens de l'État en matière régalienne.
En ce sens, la droite s'est toujours positionnée depuis ces dernières années dans le renforcement des dispositifs sécuritaires, dans le renforcement du code pénal, dans le vote de l'état d'urgence antiterroriste. Et donc, la droite ne s'est pas illustrée depuis très longtemps dans un quelconque combat libéral. J'en veux pour preuve, pour terminer ce point, que Valérie Pécresse, dans un entretien à l'Express avec Nicolas Bouzou, commence sa première phrase en disant « Je ne suis pas libéral ». Voilà. Je crois que c'est extrêmement symptomatique de l'état du rapport entre la droite et le libéralisme. Et en ce sens-là, je ne vois pas de personnalité aujourd'hui qui s'illustre en la matière, en dehors peut-être de Gaspard Koenig, mais disons que ça n'est pas une personnalité politique de premier plan. Je ne crois pas que ce soit une insulte de l'énoncer. Et il a extrêmement bien rempli sa fonction d'intellectuel. En termes de personnalité politique, je ne vois personne. Et me semble-t-il que les rares cas, on parle d'un attachement libéral, ce sont en réalité des personnes qui sont beaucoup plus pro-business, c'est-à-dire l'idée que le rôle de l'État, c'est d'aider les entreprises, ce qui n'est pas une idée libérale. Le rôle de l'État dans le libéralisme n'est pas d'aider les entreprises. C'est d'abord de défendre la concurrence, et la concurrence est un ennemi de l'entrepreneur. Les entrepreneurs, Stéphane Sounier l'explique très bien, beaucoup d'auteurs et d'économistes de la pensée libérale, le rôle d'un entrepreneur, c'est de garder ses parts de marché et, si possible, d'en acquérir toujours plus. Donc, le but premier d'un entrepreneur, ça va être d'exclure la concurrence. Et ça va même être de l'exclure, si possible, par le moyen législatif. Et en ce sens, le libéralisme politique dénonce depuis extrêmement longtemps la collusion qui peut exister entre, d'une part, les marchands et d'autre part, l'État. Parce que les marchands vont essayer de profiter de la loi pour exclure les personnes qui sont, disons, les outsiders du marché. Adam Smith, il avait cette expression très claire, j'ai oublié la source du texte, mais il dit « Méfiez-vous toujours d'une loi qui vient des marchands. » Toujours. Parce qu'ils chercheront à maintenir leur position. Donc, le libéralisme n'est pas la défense des entrepreneurs, c'est la défense de l'économie de marché. Il y a l'idée que la concurrence favorise la prospérité et favorise aussi, en tout cas dans les propos d'Adam Smith, on pourra en parler après, mais aussi une égalisation des rapports de force. Adam Smith, quand il pense le marché, il le pense certes en termes d'efficacité, d'innovation, mais il dit d'abord le marché s'oppose au féodalisme. Parce que dans le féodalisme, vous avez le rapport d'un prince et d'un sujet. Le prince donnera au sujet ce qu'il souhaite en échange de la stricte obéissance de ce dernier au souverain. Alors que dans le marché, pour que vous puissiez obtenir ce que moi je veux, il faut que vous répondiez aussi à mes intérêts. Donc je pense, permis ce petit écart conceptuel, parce que ça me semble extrêmement important de préciser que ce n'est pas parce que vous proposez de baisser les impôts, de baisser la dépense publique et d'aider les entrepreneurs que vous êtes un libéral. Au contraire, ça peut même être le signe inverse. Sur votre deuxième question du rapport à la gauche au libéralisme, c'est un sujet très complexe parce que me semble-t-il qu'il faut au préalable savoir si la liberté politique est compatible avec la justice sociale. Pourquoi cette question de la justice sociale? Parce que me semble-t-il que entre toutes les écoles de gauche, c'est un des points communs qui lie tous les groupes qui constituent la gauche. Et sur cette évaluation du rapport entre liberté et justice sociale, vous avez plusieurs écoles au sein du libéralisme. Et j'avoue que pour ma part, je n'ai pas fini mes réflexions. Vous avez la position hayekienne qui considère qu'il n'y a pas de justice sociale sur le plan conceptuel.
et que quand on essaye de le mettre en avant dans une politique publique, vous aurez toujours en fait des groupes qui vont essayer de se constituer pour essayer d'attirer le plus de privilèges de la part de l'État, ce qui n'est pas totalement faux. C'est le but, par exemple, du lobbying en matière, par exemple, de subventions d'entreprise, c'est toujours d'essayer d'aller voir l'État, de le convaincre qu'il y a toujours une bonne raison de financer tel ou tel groupe. Vous avez la position rawlsienne qui, à l'inverse, essaye de penser un libéralisme qui prenne en compte la justice sociale. Vous avez encore le point de vue très intéressant de Thomas Paine. Thomas Paine qui était un libertarien, donc c'était un libéral dur, hein, qui a des phrases extrêmement acerbes contre l'État, contre le pouvoir. Et Thomas Paine est pourtant un des penseurs du revenu universel. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans un de ses textes, il dit très bien que le revenu universel, dans sa conception, n'est pas une charité. Le but du revenu universel dans la conception de Thomas Paine, c'est pas de soutenir les pauvres, c'est de dire que chacun a un droit opposable aux autres et à la collectivité, à un revenu universel. Alors, comment est-ce qu'il le tire? Il le tire notamment parce que quand on remonte au fondement du droit de propriété, on est obligé de passer par un auteur qui s'appelle John Locke. Et John Locke, il dit le droit de propriété est un droit naturel de l'homme. Du fait que quand je vais, par exemple, travailler la terre, je vais l'améliorer et donc j'ai un droit légitime de me l'approprier. Seulement, John Locke il pose deux limites au droit de propriété. Et notamment le fait, c'est ce qu'on appelle une des clauses lockéennes du droit de propriété, notamment le fait qu'on n'a pas le droit de s'approprier un bien s'il n'en reste pas assez aux autres et en une qualité comparable. Et donc, ce faisant, il considère que la persistance de la pauvreté démontre que on a une appropriation qui est faite par certains qui enlève à d'autres. Je condense sa pensée, évidemment, il faudrait aller voir dans le texte pour le détail. Mais voilà, il tire donc du fait qu'il y a des limites à la propriété et qu'il y a un revenu universel qui peut être alloué à tous. Et j'ai oublié une précision importante. Ce qui légitime ce point de vue, c'est aussi qu'il considère que la propriété, enfin la terre entière à l'origine, est une propriété collective. En ce sens, quand quelqu'un s'approprie une parcelle de terre parce qu'il faut bien essayer de trouver un lien entre ce qu'on parlait du fait qu'on améliore la terre et donc on est obligé de se l'approprier parce qu'il faut bien établir un lien entre la terre et l'amélioration, eh bien malgré tout, malgré le fait qu'on l'améliore, eh bien, on enlève de la propriété collective tel morceau de terre. Et donc, en ce sens, il y a un droit pour tous au revenu de cette terre, et en ce sens qui établit le revenu universel. Bon, quoi qu'il en soit, l'idée que je veux mettre en avant ici, c'est que vous avez une multitude d'écoles de pensée au sein du libéralisme. À titre personnel, d'une part, je n'ai pas de conclusion définitive, parce que ce sont des réflexions qui sont en cours, et je revendique le droit à l'errance, au fait qu'on n'a pas forcément à avoir réponse à tout dans l'immédiat. Et puis, deuxième point, j'aurais tendance à adopter cette vision aronienne, qui est un constat historique et pas un principe théorique, un constat historique que l'avènement de dispositifs redistributifs au sein des pays occidentaux n'a pas empêché le développement des libertés personnelles, donc la liberté de la presse, la liberté de penser, la liberté d'expression, d'entreprise, etc., etc., et les libertés politiques, en termes de représentation politique, de pouvoir, de contre-pouvoir, de textes constitutionnels qui limitent l'action du politique. Ces deux éléments, les libertés personnelles et les libertés politiques, étant au cœur du libéralisme. Et donc, partant de ce constat historique, que le développement de principes, de dispositifs redistributifs n'a pas contrevenu dans l'histoire au développement des libertés personnelles et politiques, j'aurais tendance à dire que ça n'est peut-être pas une question aussi essentielle qu'on veut bien le faire croire.
Et donc, en ce sens, oui, je pense qu'il peut y avoir un espace pour un rapprochement entre la gauche et la défense des libertés politiques. Mais le fait est qu'aujourd'hui, l'espace actuel de la gauche fait qu'on a une vision de l'État qui est extrêmement interventionniste dans la société, où dans le pays le plus fiscalisé au monde, on veut encore plus fiscaliser, et en essayant de dire qu'il faut toujours limiter la liberté dans les échanges commerciaux au nom d'un intérêt général, au nom, par exemple, de l'écologie, au nom de la solidarité, mais à un point tel que ça contrevient aux droits politiques établis par la Déclaration des droits. Alors, après ces entremèdes sur le libéralisme politique et philosophique qui ont été essentiels pour aborder la suite du sujet, nous allons maintenant entrer dans cette épineuse question pardon, de la politique sanitaire. Alors, on observe de très nombreuses atteintes, on le sait tous, légitimes ou non, selon les avis, qui ont été portées à nos libertés fondamentales depuis maintenant 2 ans et l'apparition de cette pandémie du Covid-19. On pense bien sûr aux confinements successifs d'abord, mais aussi au couvre-feu, à la fermeture de nombreux lieux collectifs et surtout plus récemment à l'apparition de ce fameux pass sanitaire qui est devenu un pass vaccinal. Aujourd'hui, ces éléments font partie intégrante de notre quotidien. Alors globalement, quelle évaluation peut-on dresser sur cette période vis-à-vis de nos libertés publiques? Et est-ce que vous, à titre personnel, vous craignez une normalisation de cette atteinte aux libertés? Je pense qu'il faut différencier 2 choses. La première, c'est le climat de déliquescence des libertés publiques qui a cours en France depuis 20 ou 30 ans, qui, à mon sens, est extrêmement lié d'une part à notre régime politique et constitutionnel de la Ve République, et d'autre part, disons, à une démission peut-être de la conscience collective de sauvegarder la liberté. Il faut différencier ce contexte-là, et sur lequel je pense qu'on reviendra, de la question spécifique de la pandémie. Il ne faudrait pas croire que le projet des libertés publiques s'oppose à toute restriction aux libertés, qu'elle fait de la liberté un absolu absolument intouchable. Montesquieu, il écrit très clairement, alors que c'est un penseur incontournable de la liberté, qu'il y a des temps où il faut limiter la liberté. Et Monique Cantos-Sperber, qui est une penseure libérale française, dit bien que, par exemple, les libéraux, au début du XXe siècle, ont voté l'obligation vaccinale face à certaines pandémies. Donc, la question, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on pourrait légitimer telle limitation de liberté et pas telle autre. Pourquoi est-ce qu'il faudrait différencier ce climat de déliquescence des libertés que nous aborderons de la question spécifique de la pandémie? Eh bien, je crois que la réponse, elle est au fond assez simple, c'est que la pandémie est une situation liberticide. La pandémie est une situation liberticide parce qu'elle empêche les gens d'agir librement. Et dans les pays qui n'ont pas eu de politique sanitaire, ou plutôt qui ont choisi le laisser-faire sanitaire, on a vu des gens qui ont adopté un comportement qui corrigeait leurs habitudes par rapport au danger du virus. Des gens qui, au Brésil, par exemple, décident de ne plus sortir de chez eux, de ne plus aller au travail. Et donc, des situations extrêmement complexes qui démontrent que la pandémie est une situation de fait liberticide. Elle l'est d'autant plus quand vous prenez en compte le fait que la liberté, en fait, ça n'est pas que la défense des libertés individuelles, c'est aussi la défense de l'espace collectif qui permet ces libertés. Et pourquoi je précise ça? Parce que la pandémie remet en cause cet espace collectif d'exercice des libertés. Un seul exemple pour le prouver, c'est que dans un contexte pandémique, du fait que vous avez un doublement des cas tous les 10 à 15 jours, donc une exponentielle,
eh bien, vous avez cette situation où les hôpitaux sont encombrés. Si les hôpitaux sont encombrés, ça n'est pas qu'un souci sanitaire, c'est pas qu'un souci du fait que vous ne pouvez plus soigner des gens. C'est pas un souci hygiéniste, c'est aussi un souci de droit politique. C'est un souci que vous avez des gens dont l'intégrité physique est gravement mise en danger du fait que, puisque vous avez l'encombrement des hôpitaux, eh bien, vous ne pouvez pas soigner tout le monde. Et vous avez des gens qui voient, parce qu'il y a d'autres maladies courantes, les autres maladies ne se sont pas arrêtées avec le coronavirus, eh bien, des gens qui voient une perte de chance de se faire soigner et qui peuvent subir un dommage irréversible sur leur corps ou leur état psychologique. Et donc, en ce sens, la pandémie implique une situation où il n'y a pas la liberté contre la santé, il y a des droits politiques qui s'opposent à d'autres droits politiques. Le droit d'aller et venir, d'avoir une vie sociale, de la vie économique, à celui de l'intégrité physique et aussi le droit à la santé, qui est un droit reconnu de façon constitutionnelle en France. Et donc, c'est une situation qui illustre très bien ce constat qui était formulé par Raymond Aron dans un cours qu'il donnait, son dernier cours au Collège de France, constat qui énonce qu'en fait, il n'y a pas, contrairement à ce qu'on pense, une liberté monolithique, un ensemble de principes homogènes comme un bloc, et qu'il y a en réalité toujours des libertés qui sont en confrontation. Et que, en fait, lorsque vous avez des libertés qui sont en confrontation, le projet des libertés publiques considère que ce n'est pas une question de liberté individuelle ou pas liberté individuelle, c'est comment on arbitre entre ces droits et libertés. Et précisément, c'est là où, en revanche, il y a eu des défaillances. Le projet des libertés publiques, donc, légitime quand vous avez des atteintes aux droits politiques, des restrictions. Mais elle établit les conditions qui rendent ces restrictions légitimes. La nécessité, en l'occurrence dans la pandémie, j'espère avoir justifié de pourquoi ça me semblait légitime. Proportionné, c'est l'idée de dire qu'en l'état actuel du droit, on ne peut pas lutter contre telle menace urgente, et enfin temporaire. Et pour établir ces trois critères, le projet des libertés publiques pense des institutions qui sont ceux de la démocratie, qui sont celles, de la démocratie libérale. L'idée qu'il y a des contre-pouvoirs qui soient là pour confronter la politique du gouvernement dans le narratif qu'il essaye d'instaurer pour légitimer telle restriction. Le fait d'avoir un contrôle juridictionnel et constitutionnel qui vérifie qu'on est bien dans le respect du cadre de l'état de droit et des libertés personnelles qui sont garanties par nos textes fondateurs. Et juste pour terminer sur ce point un peu théorique et conceptuel, c'est cette différence que faisait Tocqueville entre... il disait en fait, comment est-ce qu'on définit la liberté? La liberté, elle se définit comme étant le fait que chacun étant doté, dans les termes qu'il utilise, c'est par la nature, de conditions qui lui permettent de décider par lui-même des propres choix qu'il veut faire pour sa vie. Eh bien, en partant de ce postulat, chacun a le droit, dit-il, de vivre indépendamment des autres et de choisir pour lui-même ce qui est bon pour sa propre destinée. Et Raymond Aron, il commente dans son essai des libertés en disant qu'en fait, il y a une petite subtilité dans cette définition de Tocqueville. C'est qu'il dit, pour tout ce qui regarde à soi, chacun est libre. Et c'est en ce sens-là qu'on reconnaît des droits politiques à chacun. Mais pour tout ce qui concerne ce qui est en dehors de sa propre destinée, eh bien précisément, on pense les institutions de la démocratie, des contre-pouvoirs qui sont là pour arbitrer justement entre ces destinées qui s'entrechoquent. Et c'est en ce sens-là que le projet des libertés publiques
peut être divisée d'une part donc en la défense des libertés individuelles et d'autre part la pensée de ces institutions et la défense de ces institutions qui sont là pour décider de façon collective du devenir de la liberté. Et donc c'est sur ce deuxième point que, à mon sens, on a eu beaucoup de défaillances pendant la pandémie. Parce qu'on a eu, au fond, un effacement de la vie politique et institutionnelle au motif de la pandémie. On l'a vu d'abord dans le Conseil constitutionnel qui, dès le départ, dès le début de cette pandémie, a énoncé que on pouvait, par exemple, suspendre le contrôle constitutionnel des questions prioritaires de constitutionnalité, qui est un dispositif extrêmement important des libertés publiques par lequel n'importe quel justifiable peut dire que telle loi qui pèse sur lui dans un procès n'est pas constitutionnelle et demander la vérification de la constitutionnalité de cette loi, eh bien, le Conseil constitutionnel a dit que du fait du contexte de la pandémie, eh bien, on pouvait suspendre pour, je crois, c'était pour 6 mois, si je ne dis pas de bêtises. Il faudrait aller revoir la décision exacte, qu'on pouvait suspendre tel dispositif. C'est le fait qu'on a eu aussi un Parlement qui a été mis de côté. On a eu un Parlement qui n'a pas été consulté à de très nombreuses reprises, ou alors, quand il a été consulté, s'est transformé en service après-vente du gouvernement. C'est-à-dire que son action n'a pas consisté à évaluer la bonne justification, la bonne proportionnalité des mesures qui ont été adoptées, mais à expliquer que tout ce que faisait le gouvernement était absolument bien, qu'il n'y avait strictement rien à y redire et qui a été dans tous les médias pour nous expliquer qu'il n'y avait que ces mesures-là qui pouvaient être adoptées et justifiées. Et enfin, je crois que le dernier point qui me semble un bon exemple de ça, ce sont des contre-pouvoirs qui, au fond, n'ont jamais réellement confronté le gouvernement dans les mesures qu'il a adoptées. Là, je pense en particulier, là, on a parlé du Parlement, mais là, aux institutions juridiques. Par exemple, le Conseil d'État qui, alors quelque part, ce n'est pas de sa faute, mais se basant sur les seules données gouvernementales sur l'état de la pandémie, a toujours dit qu'au vu de ces données, eh bien, les mesures du gouvernement sont justifiées. Et même, par exemple, sur des mesures simples comme le port du masque, on a attendu un certain temps avant que les institutions administratives se décident à dire que non, ça n'était pas proportionné d'imposer le masque partout en extérieur au vu, au fond, de l'inefficacité établie par les scientifiques d'une telle mesure pour lutter contre la pandémie. Et enfin, pour terminer sur un exemple, on a cette déclaration du ministre Véran qui disait que il ne transmettrait pas, il était interrogé sur la question, il ne transmettrait pas les documents discutés dans le Conseil de défense sanitaire parce qu'ils étaient beaucoup trop techniques pour les parlementaires. Donc, on a des parlementaires qui sont des godillots, qui n'ont pas les moyens d'évaluer la politique publique et qui donc se contentent pour la majorité d'être un service après-vente du gouvernement et pour l'opposition d'être au fond dans le rôle de témoin et d'essayer d'utiliser des procédures liées à tout ce qui est le cheminement législatif pour essayer de confronter le gouvernement. C'est ce qu'on a vu quand ils ont, par exemple, l'opposition a réussi à repousser les débats à l'Assemblée nationale. Et juste un dernier point, c'est aussi, par exemple, le Conseil de défense sanitaire, organe non représentatif, il n'a pas de légitimité liée à l'élection, ni de légitimité institutionnelle quelconque, qui pourtant a été le lieu de décision pendant toute la politique sanitaire et qui en plus a été couvert par un secret défense. Un secret défense, c'est là pour se prémunir
d'un ennemi, en l'occurrence en général une armée, de pouvoir obtenir des informations de la part d'un gouvernement qui prend des mesures pour lutter contre cette menace. Mais en l'occurrence, un virus, ça n'a pas d'oreille. Le virus, il ne sait pas quelles sont les décisions qui sont prises à son encontre. Quel est l'impératif qui a légitimé d'imposer un secret de défense sur des décisions qui peut-être étaient nécessaires, mais qui de fait étaient attentatoires aux libertés publiques et qu'il fallait donc les contrôler et les partager à l'ensemble des contre-pouvoirs. Et donc, pour conclure, c'est sur cet aspect institutionnel où on a un effacement du débat politique, de la confrontation des points de vue, légitimé par un impératif sanitaire qui s'impose à tous. Or, je crois que le coronavirus, tout en admettant que c'est une maladie grave, ça n'est pas la peste ou le choléra où les gens s'effondrent dans la rue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une urgence telle qu'on doit suspendre toute discussion, tout débat et faire des procédures accélérées et mettre au pas l'ensemble des contre-pouvoirs. Je voulais rebondir sur un point de votre réponse. Ce manque de transparence criant du Conseil de défense a notamment alimenté les pensées complotistes les plus extrêmes. Et on a du mal à comprendre, à concevoir quelle est l'idée, quel est l'objectif de ce gouvernement à vouloir cacher les décisions qu'il prenait dans un contexte de crise. Et en plus, dans le contexte qu'on connaît aujourd'hui, des consultations de McKinsey. Donc, McKinsey qui est un organe de conseil, une institution de conseil américaine, dont on ne comprend pas bien le rôle dans ces processus de décision au moment des crises. Je pense que la faute est à imputer à une architecture constitutionnelle et politique qui est extrêmement favorable à l'exécutif et au président de la République, qui concentre l'ensemble de la prise décisionnelle dans les mains d'un pouvoir qui, au fond, est extrêmement solitaire. Et ce qui, à mon avis, a justifié, au moins du point de vue du gouvernement, l'ensemble de cette opacité, c'est qu'au fond, l'impératif sanitaire justifie tout, que toute personne, toute institution qui s'oppose aux décisions qui sont prises, au fond, elles ne font que freiner des décisions qui sont absolument nécessaires et qui sont sans alternative. Je pense qu'il y a eu beaucoup cette idée, en tout cas dans la bouche de la majorité, que aucune autre politique n'aurait pu être mise en place. Alors que, même si on le pense, même si on est convaincu que les décisions qui ont été adoptées sont bonnes, ce qui est en partie mon cas, puisque pour ma part, j'avais défendu à l'époque le pass sanitaire, voire même lorsqu'on avait ces discussions, je pensais que l'obligation vaccinale, en tout cas pour une partie de la population, était justifiée. Donc même si on est convaincu que les décisions qui sont prises sont bonnes, une société politique ne repose pas que sur l'impératif de l'efficacité. Elle repose aussi sur le respect des droits politiques et des processus constitutionnels, parlementaires, institutionnels afférents à la sauvegarde de ces droits et libertés. Et donc c'est parce que précisément on a un régime de la Ve République qui permet cet isolement du pouvoir exécutif, qu'à mon sens, ils ne se sentent pas obligés de partager quoi que ce soit. Ils ne se sentent pas du tout dans le besoin de mettre en confrontation les décisions qu'ils prennent. Et je pense que c'est ça qui permet, en tout cas pour partie, de comprendre l'attitude qui a été adoptée par le gouvernement durant la crise. Alors justement, c'est bien que vous ayez évoqué ces questions constitutionnelles et institutionnelles
propre à la Ve République. On constate ces dernières années, depuis bientôt 10 ans, que l'état d'urgence est tristement devenu la norme en France. Alors tout d'abord en raison des tragiques attentats islamistes qui ont frappé notre pays, et en raison, plus récemment, de la crise sanitaire que nous avons largement évoquée à l'instant. Quelle est votre position sur ce sujet? Et selon vous, vous y avez répondu à demi-mot, est-ce que cet état d'urgence généralisé peut être expliqué à cause de la nature des institutions de la Ve République? Comment peut-on concevoir que des décisions aussi lourdes de conséquences puissent être prises sans aucune évaluation et avec bien souvent un contre-pouvoir inexistant? Vous avez notamment évoqué le rôle du Parlement qui est bien souvent mis de côté. Je pense qu'il y a plusieurs points qui expliquent cette situation. On en a abordé une partie, mais je pense que c'est important de revenir dessus. Encore une fois, le premier point qui me semble essentiel, c'est notre régime politique. Notre régime politique place le président de la République et l'exécutif dans une solitude absolue. D'une part, parce que nous avons un régime constitutionnel qui place l'exécutif dans une position beaucoup plus favorable que le Parlement. Ça s'explique notamment par l'expérience de la Quatrième République et du parlementarisme qui était pratiqué à l'époque, et puis aussi par la conception gaullienne du pouvoir qui se veut extrêmement personnelle. D'autre part, nous avons un régime qui place le Parlement dans une position de redevabilité vis-à-vis du pouvoir exécutif. Raymond Aron, il expliquait très bien déjà à son époque, donc dans les années 60, que dans la Ve République, c'est le président de la République qui fait élire les parlementaires. Donc c'est le président de la République qui, par le plébiscite qu'il a via le suffrage universel et par la composition constitutionnelle qui lui est favorable, c'est le président de la République qui fait confiance aux parlementaires. De telle sorte que les députés, quand ils sont élus, ils ne sont pas redevables devant le corps politique qui les a fait élire, mais devant le président de la République qui a permis par son visage, par sa position, par l'extrême publicité qu'il a reçue avec l'élection présidentielle, eh bien, c'est envers lui qu'il faut montrer respect et déférence, non seulement pour son élection, mais aussi pour sa réélection. Parce que la réélection des députés dépend de celle du président de la République. Et je crois que cette situation de redevabilité, elle a été largement aggravée par la juxtaposition entre l'élection présidentielle et les élections législatives, où vraiment on a cette concomitance entre l'élection du chef suprême de l'État et de son armée de députés qui va le soutenir durant l'ensemble du quinquennat. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est parce que nous avons un Parlement qui n'est pas assez puissant pour confronter le narratif de l'exécutif. Il faut bien comprendre que le rôle d'un gouvernement, d'un État, ce sera toujours de limiter les libertés. Pas toujours parce qu'il cherche toujours plus de pouvoir, même si c'est une règle indéfectible de l'ensemble des régimes politiques à travers l'histoire. Mais aussi, et même souvent, par impératif d'efficacité. Au nom de l'efficacité, en l'occurrence contre le terrorisme, eh bien, on va limiter certaines libertés et donc adopter certains dispositifs. Dans un régime de démocratie libérale qui soit fonctionnel, eh bien, le Parlement pourrait évaluer la politique du gouvernement, voir si telle ou telle mesure, dans son détail, est justifiée et proportionnée par rapport à la situation qui s'impose à nous. Le fait est que, sur tout un tas de sujets, le Parlement n'a pas les moyens de l'évaluation de la politique publique, parce qu'il n'a pas les moyens financiers et parce qu'il n'a pas un corps administratif qui soit dédié à cette tâche.
Il y a les administrateurs qui sont là pour assister les députés, mais c'est avant tout fonction administrative et juridique. Mais il y a plein de sujets qui dépassent ce seul cadre. Raymond Aron, il prend cet exemple, il dit un parlementaire ne peut pas confronter le gouvernement ou le ministre de la Défense sur l'adoption ou l'achat de tel système d'armement, sur telle stratégie militaire, parce que le Parlement est un amateur. Ils n'ont pas les moyens institutionnels d'être assez puissants. Et la solution à ça, je crois, ce serait qu'au fond, on puisse assister le Parlement d'experts. Parce que le ministre, lui aussi, en fait, il n'est pas spécialisé sur toutes les questions de politique publique sur lesquelles il est amené à se positionner. Le fait est que le ministre, en revanche, a une armée de conseillers et une armée liée au fait qu'il est le chef de son administration, et donc il a des informations, des données qui lui sont beaucoup plus facilement accessibles. Si le Parlement pouvait aussi être assisté d'experts, je pense que le Parlement pourrait beaucoup plus confronter l'exécutif sur l'ensemble des questions de politique publique. Et donc ça implique, d'une part, peut-être que la Cour des comptes puisse avoir une place beaucoup plus importante qu'elle a actuellement, parce que constitutionnellement, elle doit déjà assister le Parlement. Mais je pense qu'il faudrait aller plus loin que l'état actuel du droit, et puis des moyens financiers. C'est-à-dire qu'il faudrait vraiment une institution propre, avec de l'argent qui soit massivement investi. Donc, d'autre part, il y a cette question du Parlement. Et enfin, on a aussi cette question constitutionnelle qui est que aujourd'hui, le Conseil constitutionnel n'est pas dans une position où il arrive à s'imposer. Très souvent, le Conseil constitutionnel dit le législateur est le seul légitime pour estimer si telle mesure est adoptée, et donc nous, on va juste avoir un contrôle de constitutionnalité assez restreint. Et je pense que c'est assez dommage, parce qu'en réalité, une démocratie libérale repose certes sur la représentation nationale, c'est-à-dire l'idée que la souveraineté appartient au peuple, et donc par voie démocratique, on décide de certains sujets collectivement, mais elle repose aussi et surtout sur la garantie de droits politiques qui précèdent la collectivité, et sur lequel la collectivité n'a pas de légitimité à légiférer. Et ça, c'est le Conseil constitutionnel qui, par la Constitution, par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, est là pour justement vérifier la garantie des droits. Or, il faut se rappeler qu'en France, jusqu'en 1971, le Conseil constitutionnel ne vérifiait pas la constitutionnalité d'une loi. C'est-à-dire que jusqu'en 1971, le gouvernement et le Parlement pouvaient adopter des lois contraires à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc ça, c'est le premier point institutionnel, qui est de dire qu'on n'a pas du tout une structure liée à l'état de droit qui permette une garantie efficace des libertés. Le deuxième point, c'est qu'au fond, nous avons perdu, je crois, l'esprit des libertés. Je suis extrêmement surpris de voir à quel point on est aujourd'hui capable, au sein de la population, je parle, on est capable, au fond, d'être dans une forme de passivité vis-à-vis de tout ce qui peut être décidé. J'étais la dernière fois dans un débat et puis on parlait de la loi sécurité globale, une loi qui notamment permettait de filmer des manifestations par drone, d'avoir des caméras individuelles sur les policiers, d'accorder plus de pouvoir aux policiers municipaux sans penser la formation qui est afférente, et donc tout un tas de dispositifs qui, à mon sens, du point de vue des libertés publiques, sont disproportionnés. Et quelqu'un m'a répondu, oui, mais regardez aujourd'hui, dans les manifestations qui ont cours en France, il y a beaucoup de dégradation, il y a beaucoup d'insécurité, et donc remettre de la sécurité, c'est garantir la liberté. Et donc, en ce sens, c'était ça la conclusion, on peut filmer des gens. On peut filmer des gens
même s'ils n'ont rien fait. On peut filmer des gens, même s'ils n'ont pas commis de délit ou de crime. Ce qui est un renversement complet de l'état de droit. Dans un état de droit, on peut adopter des mesures qui visent à garantir la sécurité, on peut adopter des dispositifs qui visent à punir pénalement des gens qui portent atteinte aux droits aux autres, mais on ne le fait pas a priori. Le citoyen n'est pas d'emblée un suspect. On pourrait même dire que le fait, c'est précisément parce que les gens sont titulaires de droits politiques, parce qu'on estime dans un état de droit que tant qu'un individu n'a pas agi de façon nuisible envers autrui, ce n'est seulement que s'il nuit à autrui qu'on peut le punir. C'est précisément du fait de cette conception qu'on ne filme pas des gens s'ils n'ont rien à se reprocher. Contrairement à l'argument qui consiste à dire, mais puisque vous n'avez rien à vous reprocher, pourquoi vous ne voulez pas qu'on vous filme? Donc, je pense qu'il y a d'autre part un abandon de l'esprit des libertés. Et le troisième point, je crois, c'est que il y a une insécurité grandissante dans notre société du fait de menaces sécuritaires réelles, de la question écologique, des crises économiques que nous traversons. Et donc, il y a un sentiment de peur et d'inquiétude qui grandit au sein de la société et qui donc cherche des protections. En ce sens que, puisqu'il y a de l'insécurité, la liberté n'est pas prioritaire. Ce qu'on veut d'abord, c'est de la sécurité. C'est des protections, ce sont des barrières qui vont vraiment empêcher le mal de pouvoir nous atteindre. Et d'ailleurs, j'aborde encore un autre point qui est très bien expliqué par François Sureau. Je crois aussi c'est parce que nous n'arrivons plus à tolérer le mal quel qu'il soit. La liberté implique le mal. Il faut bien le comprendre ça. La liberté a des risques. Le risque d'être offensé, le risque de propager des fausses nouvelles, le risque que la liberté soit mal employée et qu'elle finisse à la fin par porter atteinte à autrui. Et donc, puisqu'il n'y a plus de tolérance par rapport au mal qui peut déboucher de la liberté, sans doute parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus rien qui permet de supporter ce mal, sur le plan théologique, sur le plan philosophique. Il n'y a plus rien qui permet de soulager cette souffrance par rapport au mal, que les gens veulent absolument l'éradiquer et l'effacer. Et enfin, je crois, un dernier point qui, me semble-t-il, est très important, c'est que nous sommes aujourd'hui non plus dans le projet des libertés publiques, mais dans un individualisme politique. C'est-à-dire l'idée qu'on se fiche que la liberté des autres soit atteinte par telle ou telle loi, dès lors qu'on vit dans l'illusion de la protection de la jouissance de chacun dans son quotidien. L'idée que je suis libre dès lors que je peux faire à peu près ce que je veux dans mon quotidien. Mais ça n'est pas ça la liberté politique. La liberté politique, c'est cet espace collectif dans lequel on se préoccupe de la liberté des autres. Et François Sureau, il donne un très bon exemple. Il dit, par exemple, il a plaidé auprès du Conseil constitutionnel contre notamment le fait, ce qui est dans le cadre de l'état d'urgence, me semble-t-il que c'est l'état d'urgence, qu'on puisse sanctionner quelqu'un pour consultation de sites terroristes. C'est une loi qui visait à sanctionner la consultation de sites terroristes, sauf cas exceptionnel dans un maquis administratif où on fait un listing. Bon. Et la réaction de beaucoup de gens, c'est de dire, mais moi, je ne consulte pas des sites terroristes. Donc, je me fiche que la loi vienne limiter ce comportement-là, comportement qui peut nous paraître nuisible. Alors qu'en réalité, il y a tout un tas de raisons qui font qu'on peut consulter un site terroriste, notamment pour des raisons journalistiques et de recherche. C'est un point qui a été exposé par beaucoup de personnes au moment de l'adoption de ce dispositif.
Sauf que le problème de cette loi, c'est qu'elle part du principe que le simple délit de penser serait nuisible à la société. Que même si vous n'avez commis aucun acte, que vous n'avez émis aucun propos terroriste, le simple fait d'aller consulter un site terroriste devait être réprimé. Ce qui en soi peut effectivement ne pas choquer les gens. Mais à partir du moment où on admet qu'il y a un délit cognitif quelque part, eh bien en fait on peut l'étendre à tout un tas d'autres euh, euh, comportements qu'on peut considérer comme nuisibles. Et c'est parce que justement on commence à admettre ces petits effritements pour les autres qu'au final, le pouvoir, d'une façon ou une autre, arrivera à le justifier pour nous-mêmes. Et me semble-t-il qu'on le vérifie du fait qu'à chaque fois qu'on a des mesures qui sont adoptées pour telle menace terroriste, eh bien, elles finissent par concerner d'autres personnes. Je pense notamment au fait que quand on a eu l'assignation à résidence, eh bien, on sait très bien aujourd'hui qu'il y a par exemple des militants écologistes qui, du fait de leur activité politique, ont été assignés à résidence. Et ça marche à chaque fois de la même façon, un dispositif d'exception qui finit par atteindre d'autres personnes et qui, encore plus quand on avance dans le temps, rentre dans le droit commun. C'est exactement ce qui s'est passé avec l'état d'urgence terroriste. Ça a duré 2 ans, 2 ans et demi, et à la fin, on a la mandature actuelle qui insère certains dispositifs de l'état d'urgence terroriste au sein de l'état de droit. C'était, si je ne dis pas de bêtises, la loi sécurité et intérieure. Alors, Donc là où je conclurai juste, c'est qu'il y a une faute des gouvernements, parce que les gouvernements cherchent à restreindre les libertés, soit qu'ils veulent plus de pouvoir, soit par souci d'efficacité, mais c'est aussi notre faute collective du fait qu'on a perdu l'esprit des libertés et l'esprit des libertés politiques qui implique que la liberté, elle n'est pas que la jouissance individuelle, mais la préoccupation collective des libertés de chacun. merci beaucoup pour ces mots très clairs. Alors, en guise de conclusion, en quelques minutes, derrière ce tableau dressé par vous-même qui est un peu sombre pour nos libertés publiques et pour l'avenir, qu'est-ce que vous imaginez pour les prochaines années en France et en Europe, ou de manière générale dans le modèle de démocratie libérale occidentale? Est-ce que vous craignez la mort des libertés publiques, tout simplement? Ou on pourrait peut-être être un peu plus nuancé en disant qu'il y aurait, pourquoi pas, l'avènement d'un modèle à la chinoise qui reposerait sur la surveillance généralisée, sur un crédit social, en tout cas sur les libertés publiques qui seraient de plus en plus restreintes. Est-ce que vous imaginez que ce modèle-là puisse être implanté en Europe? En quelques mots, est-ce que vous imaginez que la liberté va toucher à son terme en Europe alors qu'elle est née ici? Je suis extrêmement opposé au discours qu'on a eu pendant la crise sanitaire qui consiste à dire que des dispositifs qui expressément ont été adoptés dans un contexte spécifique pandémique vont être prorogés dans le temps. Par exemple, le pass sanitaire, on nous a dit, mais vous allez voir, le pass sanitaire va être adopté, il sera prorogé pour un temps incertain et au final, on l'abandonnera jamais parce qu'en fait, on va le légitimer pour d'autres situations. Mais si je peux me permettre sur ce point, vous avez dit que juste avant, l'état d'urgence avait été justifié pour des mesures d'urgence et sur un temps donné, et qu'il a été ensuite inclus dans le droit commun. Je suis absolument d'accord. Je vois un avenir pour la liberté qui est assez sombre. Je ne crois pas dans le développement, en tout cas immédiat, de dispositifs type crédit social chinois. Parce que, malgré tout, on a un cadre démocratique, on a un cadre institutionnel dans lequel, même si le Parlement est très affaibli, même si le Conseil constitutionnel ne remplit pas toujours son rôle, ils existent. Ils existent. Et face à des mesures qui, aujourd'hui, je crois, dans l'esprit de tout le monde, sont absolument aberrantes, je pense que personne ne s'aventurerait à les mettre en œuvre en France. Et je pense qu'il faut différencier à ce titre les mesures qui sont, à mon sens, légitimes de contrainte, comme on l'a dit, en vue de la protection de certains droits et libertés. En l'occurrence, par exemple, le fait
de vacciner les publics, notamment fragiles, parce que si on ne vaccine pas ces publics-là, il y aura un encombrement de l'hôpital qui va porter atteinte aux droits et libertés d'autres personnes. En l'occurrence, le pass sanitaire et vaccinal, même si en l'état ils sont disproportionnés, le principe en tout cas trouve une certaine justification. Et au moment où on n'aura plus cette justification, ils disparaîtront. Et on le voit non seulement en Israël, on le voit au Danemark, on le voit en Espagne, où tous ces dispositifs vont disparaître parce qu'il y a eu un contexte légitime d'adoption. Il faut différencier ce cadre-là, je crois, du climat plus général de délitement des libertés publiques lié à cette insécurité, ce sentiment d'insécurité grandissante et d'abandon d'esprit des libertés, à la fois par nos gouvernants et à la fois par les citoyens et l'ensemble de la population. Et en ce sens, on voit bien qu'aujourd'hui, n'importe quelle menace ou prétexte sert à démanteler l'édifice des droits politiques. Au sens où, par exemple, quand vous avez des manifestations qui débordent, vous avez la loi anti-casseurs qui naît et qui vient, dans l'indifférence générale, essayer d'instaurer le contrôle individuel d'accès aux manifestations, où en fait tous les citoyens deviennent suspects d'être des casseurs, et donc le préfet aurait pu, en tout cas dans le texte original de la loi, empêcher tel ou tel individu de pouvoir accéder à une manifestation, ce qui est une atteinte totalement inadmissible à la liberté de manifester. C'est la loi sécurité globale qui, du fait de policiers qui sont agressés, va renforcer le dispositif pénal et de répression a priori des comportements individuels. Et aussi, je crois, parce qu'on a ce retournement qui est à l'œuvre, ce retournement qui veut que, en fait, nos droits politiques sont une concession. Et que du coup, on est chacun extrêmement enclin à les laisser être entravés. Et je pense que le retour de la liberté politique, elle pourra revenir d'une part si on constate qu'en fait ce renforcement perpétuel du dispositif pénal et répressif ne correspond pas, ne tient pas plutôt à l'épreuve des faits. On constate bien qu'à mesure que nous adoptons de plus en plus de lois sécuritaires, on n'a pas un sentiment d'insécurité qui diminue. Donc il faut d'abord une prise de conscience que la restriction des libertés ne permet pas d'augmenter l'efficacité en matière de sécurité. Et deuxième point, je pense qu'il faut un retournement dans les mœurs. Et ça ne dépendra pas de loi, ça ne dépendra pas de politique, ça ne dépendra pas de gouvernement. Ça dépendra de penseurs qui soient capables de donner à la liberté un sens poétique, qui soient capables de réenchanter la liberté, de dire que la liberté, en fait, ce ne sont pas que des droits politiques. Ça n'est pas qu'une pensée institutionnelle, c'est au fondement de l'action humaine. Si on ne pense pas la liberté au fondement de l'action humaine, d'une part, ça pose problème sur l'ordre moral, parce que ça signifie que chacun d'entre nous n'est pas responsable de ses actes, qu'il n'y a aucun mérite, aucune dignité à ce que nous faisons, et que les individus n'étant plus libres, comme le dit Tocqueville, ils sont emportés dans les flots de l'histoire. C'est-à-dire l'idée qu'il y aurait derrière les actions des individus un grand principe ou des grands concepts qui en fait dirigent l'ensemble des sociétés, l'ensemble des actions des hommes. Et au fond, derrière ces grands principes, ces grands déterminants, s'efface le visage de chacun, s'efface la responsabilité qui nous incombe, à la fois vis-à-vis de notre propre destinée, mais aussi vis-à-vis de celle des autres. Et d'autre part, de dire que la liberté est au fondement de l'ordre politique.
que c'est parce que nous estimons qu'il y a des citoyens qui ont une part d'indépendance, une sphère d'autonomie par rapport à la sphère politique, qu'ils sont en mesure de choisir leurs dirigeants. Que sans elle, c'est l'inverse qui se produit. C'est non pas les individus libres qui se choisissent des gouvernants, mais les gouvernants qui, parce que les individus n'ont pas de liberté, peuvent, au fond, employer chacun d'entre nous aux desseins, aux projets politiques et électoralistes de chacun. Et donc ma conclusion sera la suivante. Si on veut le retour de l'esprit de la liberté, ce sera certes en portant dans le débat public cette voie de défense des libertés personnelles, de la nécessité d'un pouvoir qui soit décentré, moins jacobin, moins présidentialiste, mais aussi un discours littéraire, poétique, qui soit capable de réinsuffler la liberté, de lui donner un sens poétique, peut-être même spirituel, et qui, par là même, sera capable de confronter l'esprit de morosité qui est en train de gagner l'ensemble de la société et qui aboutit sur cette demande perpétuelle de sécurité. Je vous remercie infiniment, Monsieur Amselem, pour toutes ces Merci à réponses vous. très, très pertinentes sur l'état de nos libertés publiques et sur, plus généralement, votre vision du libéralisme politique. Merci d'être un défenseur du libéralisme aujourd'hui, parce que c'est courageux de votre part et c'est un courant qui, petit à petit, s'efface du champ philosophique en France. Vous pouvez retrouver en tout cas tous nos entrevues politiques sur notre chaîne YouTube Scopéo, l'Observatoire politique, et retrouver nos différents contenus sur notre site scopéo.org. Monsieur Amselem, je vous remercie et je vous souhaite vraiment une bonne continuation. Merci à vous.